On va parler maintenant d'un nouveau thème avec cette table ronde, celle de la gouvernance d'entreprise. Mais peut-être, une fois encore, avant d'aborder le sujet, peut-être que chacun d'entre vous pourriez l'introduire à sa façon. Et peut-être, Jacques Attali, commencer à parler de cet indice de positivité que vous avez remis officiellement au Conseil économique, social et environnemental il y a quelques jours, et nous expliquer ce dont il est question. Je vous remercie. En fait, ceci est le résultat d'un long travail et d'une évolution qui a trouvé son origine ici. Nous avons commencé ici, il y a 2 ans, à réfléchir à la prise en compte du long terme dans les différentes organisations, qu'elles soient publiques ou privées. Et on a pensé qu'il était très difficile d'imaginer de pouvoir prendre en compte le long terme si on n'est pas capable de mesurer cette prise en compte. Et donc, dans un groupe de travail, dont d'ailleurs Antoine Frérot faisait partie, nous avons élaboré toute une série de propositions de réforme pour que ce long terme soit pris en compte, tant dans les institutions politiques, pour que la démocratie soit responsable à l'égard des générations suivantes, qui n'ont pas encore le droit de vote, et pour les entreprises, pour qu'elles ne soient pas sous la seule tyrannie du cours de bourse et que d'autres acteurs puissent intervenir. Et nous avons pensé qu'il était utile de créer les conditions de mesurer la façon dont les organisations se conduisent et prennent en compte le long terme. Donc nous avons fait d'abord un indice de positivité des nations. Je vais revenir sur les entreprises tout à l'heure. Nous avons fait un indice de positivité des nations dans lequel nous avons mesuré, avec tout un ensemble d'indices, la façon dont les nations tiennent compte du long terme, c'est-à-dire des choses aussi simples que la dette, la démographie, l'environnement, la mobilité sociale, la place des femmes dans la société, l'optimisme, toute une série d'indices, il y en a 45. Et on ne les a mesurés que là où on les a disponibles, c'est-à-dire dans les pays de l'OCDE. Et on a fait cette mesure sur 2 ans maintenant, en 2013 et 2014, et on va continuer, puisqu'un indice comme ça n'a de sens que dans son évolution. Les conclusions qu'on a eues rapidement, parce qu'on va parler d'entreprise, c'est que, la positivité de l'ensemble des pays de l'OCDE recule. C'est-à-dire que si on prend toutes les notes, si on fait le total de toutes les notes, on s'aperçoit que l'OCDE est de moins en moins positive. Autrement dit, que c'est pas une surprise, que les pays développés s'intéressent de moins en moins au long terme. Ils sont de plus en plus endettés, de plus en plus inconscients à l'égard du climat, enfin à l'égard de tous les sujets dont nous parlons aujourd'hui. Et que dans le classement relatif des nations, le classement reste à peu près stable d'une année sur l'autre. Sont en tête les pays d'Europe du Nord, pas s'en étonner. Les États-Unis ne sont pas si mal classés, ils sont 12e. La France évolue entre 18 et 19e. Les 2 derniers pays restent la Grèce et la Turquie. Et l'Italie, qui était dernier, a avancé un peu pour différentes raisons. Mais en gros, et en particulier pour la France, les grandes faiblesses, c'est la dette, l'absence de confiance dans l'avenir, et surtout en France, un facteur qui joue un rôle très important, c'est l'absence de mobilité sociale. Le fait que les gens ont un sentiment tout à fait justifié que quand on n'est pas fils d'eux, non pas seulement de quelqu'un qui a de l'argent, mais quelqu'un qui a un capital culturel, si on n'est pas fils de prof ou d'ingénieur, la possibilité de passer dans la société est extrêmement faible. Notre rêve, c'est d'aller plus loin et de faire cette mesure aussi sur les villes. Et nous avons commencé à élaborer un indice de positivité des villes et un indice de positivité des entreprises, de façon à mesurer comment les entreprises tiennent compte du long terme. Ça avec des critères très très différents. Oui, parce que sur les entreprises, il faut tenir compte, et on va en parler tout à l'heure, de tout ce qui fait le long terme, c'est-à-dire le fait que l'actionnariat est stable et que l'actionnariat n'impose pas une tyrannie de trop court terme parce que les entreprises sont soumises aux caprices d'actionnaires qui restent quelques minutes ou quelques fractions de seconde. C'est le fait de voir la façon dont elles prennent en compte l'environnement, l'intérêt de leurs travailleurs, l'intérêt de leurs consommateurs, qu'elles ne sont pas, et c'est un thème très cher à Antoine, simplement un rassemblement d'actionnaires, mais un rassemblement d'autres parties prenantes, et de façon à créer les conditions de mesurer cela. Ça commence un peu avec la responsabilité sociale de l'entreprise, qui commence à être mesurée, et on voit même que beaucoup de fonds d'investissement, c'est ce qu'on appelle la finance positive, commencent à décider d'investir dans les entreprises qui ont un regard important sur l'environnement. Bon. Mais pour nous, évidemment,
le positif, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi le social, c'est beaucoup plus large que l'environnement qui n'est qu'une des dimensions. Et donc nous voudrions arriver progressivement à créer les conditions d'un indice de positivité objectif d'entreprise avec des agences de notation spécifiques qui le mesuraient et, si possible, d'avoir un tel impact sur le comportement des investisseurs, des consommateurs. Après tout, une entreprise qui serait négative ne devrait pas avoir de consommateurs. Il devrait y avoir un boycott de leurs consommateurs. Négatif parce qu'elle traite très mal ses fournisseurs, ses employés, ses consommateurs, etc. Et donc voilà l'objectif qui est évidemment très long et qui mettra du temps à s'établir. Mais nous travaillons avec plusieurs entreprises pour faire un test de cet indicateur de positivité. J'espère qu'on pourra le sortir l'année prochaine. Et ça se calculerait sur un temps court, sur un temps long? Ce serait une photographie. Une photographie. Tous les ans. Tous les ans. Antoine Frérot, vous avez participé à ces réflexions autour de cet indice de positivité, mais je crois, comme vient de le dire Jacques Attali, que de toute manière, ces thèmes-là, de repenser l'actionnariat, de repenser l'équilibre au sein de l'entreprise, c'est quelque chose qui vous est cher. Oui, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça marche. Ça marche très bien. Le temps que vous disiez bonjour, c'était bon. Oui, ce qui a amené mon engagement dans cette idée d'économie positive, c'est effectivement c'est l'entreprise. Je suis de ceux qui pensent profondément que l'existence d'une entreprise est un bienfait pour la communauté dans laquelle elle vit et elle se déploie. Mais que cette idée que l'entreprise est le meilleur outil, même s'il est complexe, sophistiqué, le meilleur outil collectif pour créer de la richesse, cette idée-là, aujourd'hui, elle est contestée. Et l'entreprise, notamment dans notre pays, plus sans doute que dans les autres, cette idée-là, le fait que notre entreprise soit un bienfait, est loin d'être partagée par tout le monde. Et de fait, je pense que l'entreprise est en crise. Et cette crise, il me semble que plus largement que la crise de l'ultralibéralisme, comme on le dit souvent, et de manière un peu complaisante, je pense que l'entreprise est en crise de ses parties prenantes. C'est-à-dire ceux qui se sont rassemblés pour la créer, parce qu'ils avaient un intérêt commun à le faire, parce qu'ils n'auraient pas pu le faire seuls. Ces parties prenantes les plus connues que sont les actionnaires, les clients, les salariés, mais d'autres qu'on oublie souvent, les fournisseurs, les territoires dans lesquels l'entreprise se meut, et puis l'ensemble de la société dans laquelle l'entreprise travaille, les générations futures, à venir aussi. Ces parties prenantes-là, aujourd'hui, alors qu'elles avaient au départ convenu de collaborer, se déchirent pour s'arracher une part de la valeur créée qui n'est plus forcément en relation avec leur investissement. Il est de coutume de dire que, par les temps qui courent ces dernières années, la partie prenante actionnaire a sans doute cherché à abuser de sa position de force. L'entreprise est en crise depuis quand, à vos yeux? Je pense qu'elle est en crise depuis 30 ans. Je pense qu'avant les actionnaires, il y avait d'autres parties prenantes qui avaient, là aussi, je pense, abusé de leur position de force. Je pense aux syndicats dans les années 70, pour l'Europe occidentale. Avant les syndicats, je pense que c'était les dirigeants qui s'étaient arrogé le droit de diriger sans même rendre compte. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'école de Chicago et Friedman avaient conçu leur théorie en réaction contre cela. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons aller d'abus de position de force en abus de position de force. Et je ne serais pas surpris de voir que la position de force des actionnaires fasse place rapidement à la position de force des clients. Bref, un collectif qui avait convenu de collaborer et qui ne peut survivre que si chacune des parties prenantes trouve son intérêt en proportion de son engagement, en proportion de ses risques aussi. S'il ne le trouve pas, elle va se désintéresser de l'entreprise et progressivement, l'entreprise va perdre de son intérêt et puis va finir par mourir. En même temps, pardon, mais par rapport à ce qui a été dit jusque-là dans l'après-midi, on a parlé de l'évolution du rôle de l'entreprise, avec des informations qui étaient, par exemple, du fait que l'entreprise aujourd'hui avait un rôle majeur dans l'organisation, pouvait suppléer l'État dans certaines de ses fonctions, qu'elle était dominante. Et là, vous nous dites que, alors qu'on pense que le rôle de l'entreprise peut être de plus en plus majeur dans l'organisation de la société, eh bien, au sein même de l'entreprise, le sens de l'entreprise
est en crise. Je pense qu'elle est en crise, mais vous savez, quand on veut donner un rôle totalement excessif à une chose, et dire qu'une entreprise, ou que les entreprises vont se substituer aux États, ce qui n'a aucun sens, primauté de l'économie, mais primat du politique quand même, on prépare leur tombe. Et ceux, à mon avis, qui mettent en avant le fait que les entreprises peuvent suppléer les États, ce sont les premiers qui viendront pour contester leur rôle et même leur utilité. Bon. Donc tout ce qui est excessif n'a pas de sens. Je pense qu'effectivement que l'équilibre au sein de l'entreprise, aujourd'hui, est menacé. J'en veux pour preuve cette question que je pose souvent aux gens qui ne connaissent pas forcément bien le droit. Je leur demande à qui appartient l'entreprise, à qui appartiennent les entreprises. Spontanément, ils me répondent des actionnaires, ce qui est légalement faux. Les actionnaires sont propriétaires des actions, mais l'entreprise n'appartient à personne. On entend souvent lors des conflits sociaux dramatiques que les salariés disent l'entreprise nous appartient. Non, l'entreprise n'appartient à personne, ou alors à toutes ses parties prenantes. Et dès lors qu'il n'y a pas une capacité de comprendre ça, de faire les bons compromis pour que chacun y trouve ses intérêts en fonction de ses apports et de ses engagements, eh bien l'entreprise est menacée. J'ai cru comprendre, j'étais pas là ce matin, mais que notre Premier ministre avait évoqué encore un cas d'abus, celui d'Air France en ce moment, bon, ce matin. Bon. Voilà encore un cas d'abus. Voilà une petite communauté de parties prenantes qui s'arroge de droit de dire que l'entreprise leur appartient. Et face à cela, vous prenez depuis un certain temps une nouvelle constitution de l'entreprise. D'où je pense qu'il faut effectivement revoir les objectifs de l'entreprise, oui. Revoir le rôle, les droits et les devoirs des différentes parties prenantes qui ne sont pas les mêmes, revoir les pouvoirs et contre-pouvoirs de ces parties prenantes, et notamment leur droit à participer à la décision, revoir aussi le rôle, les pouvoirs et les contre-pouvoirs de celui dont le rôle est de chercher cette harmonie et cet équilibre, quitte à proposer les compromis ou les arbitrages lorsque les intérêts des parties prenantes sont contradictoires, je pense aux dirigeants. Et bref, c'est, je pense, toute une théorie et une pratique de l'entreprise qu'il faut revoir. Et que cette théorie qui avait été profondément remodelée par l'école de Chicago il y a maintenant 30 ou 40 ans, elle arrive à son terme. Elle est générateur de crise et qu'il est temps de proposer une nouvelle pensée plus équilibrée pour l'entreprise. Plus d'équilibre au sein de l'entreprise pour arriver à marcher un petit peu plus droit. Jacques Attali, vous souhaitiez réagir ? Juste un commentaire sur ce que vient de dire Antoine Frérot, qui montre que ce forum n'est pas simplement un lieu de rencontre d'année en année. Nous avons commencé à réfléchir ici sur cette question la première année. Nous avons ensuite constitué une commission internationale pour réfléchir aux réformes qui pourraient introduire davantage de positivité dans la gestion des États et des entreprises. Une commission dont je disais tout à l'heure, Antoine faisait partie. Et dans cette commission, une des propositions que nous avons faites, c'était justement la réforme de l'article 1832 du Code civil qui définit l'entreprise, étonnamment, comme on le pouvait le définir au XVIIIe siècle, comme le rassemblement de gens qui mettent en commun leur capital pour agir, et seulement eux. Et le ministre de l'économie a annoncé il y a une semaine que cette proposition allait être prise dans la loi sur la croissance. Donc c'est une révolution très importante parce que ça est lié, tout un ensemble de choses se déclinent, comme la composition du conseil d'administration, la nature des comptes rendus qui doivent être faits. Enfin, c'est vraiment un changement de paradigme très important. Donc c'est-à-dire qu'on commence à penser petit à petit penser dans le même sens. Fouad Makhzoumi, vous qui êtes libanais, qui êtes un ami du Forum du Positive Economy Forum, lorsque vous entendez parler Antoine Frérot, lorsque vous entendez réagir ainsi Jacques Attali, qu'est-ce que ça vous évoque? Quel est votre regard? Thank you. I'm going to speak in English if you don't mind. Our culture, where I come from, it's a combination of age, youth, historical, social, and at the end of the day is our client base that we have to deal with. In 2003, I handed over the reign of the business to my son. He was 23 years old. I believed in the youth because as the world is moving forward, definitely we, our age, we were not catching up with the new world order. So basically we needed to include that. Rami was, he was able to do that, and in 2006 we decided to go global. With this move that we went through,
ultimately, we're going to end up into a situation that your whole culture has to change in order to service your community that you are dealing with. It's not only important to make money, but it's important that you make money and let the community share part of that success in order to allow you to grow more and more. Where we had the problem is that my son passed away in 2011 at the age of 33, so I had no choice but to come back into the business. But when I came back into the business, it gave me a different outlook of what I need to be doing. That's what we call the Renaissance. At the end of the day, the world is changing. The whole dynamics is changing. The whole economical environment is changing. And the question is that how can you still be servicing your stakeholders and your shareholders and at the same time trying to be accepted as part of the business that we are doing with. We are into the fiberglass business, so the decision why we went into fiberglass because we are ecologically friendly. We are not willing to be investing in any business that may create a worse world for our children and our grandchildren. In addition, when we operate in 10 countries around the world, we function in 50 countries as our market, it becomes very critical to understand that the changes are happening. It's important that you incorporate them within your own system. In Lebanon, to give you an example what we've done in Lebanon, when I went back to the Lebanon in '92 after the civil war, we've realized that we have a lot of young men and women that are uneducated. They are part of a militia system that if we are not going to be engaged in them, then we will end up with more of what we are seeing now with the Islamic State and with the fundamentalists. So the business then has not only to look at the profitability, but where to develop areas that you can help these people to be integrated back into the society. We need to look at every problem we are facing as an opportunity to move forward rather than to settle accounts and to try to say, you're with me or against me, like what we have seen over the last 20 years. What we have done is that we have, in the business, we have 3 levels of CSR, what we call corporate social responsibilities, or basically a sustainable responsibility. We have the Makhzoumi Foundation, which does a lot of work. We have helped about 6% of the population of Lebanon in vocational training. We do microcredit program. We help the remote areas in establishing clinics in order to help them. We do a lot of education in partnership with the United Nations, with the USAID, with all of these things. Then we realized that this is not good enough. Because as the world is moving, and since we are operating outside the Western world, in Africa, in Asia, in Latin America, and the Middle East, it's important to instill the culture of governance. So after my son passed away, and he believed in corporate governance, we set up the Rami Makhzoumi Chair of Corporate Governance at the American University of Beirut, whereby we try to bring in more leaders in the world in order to teach our young men and women that are graduating what's the importance of corporate governance. Then we realized that in the world, in the Arab world, we need today 100 million jobs over the next 20 years because 50% of our population is under the age of 30, and we all know fundamentalist movements, they recruit between the age of 15 and 28. So then you need to start addressing their future and trying to create forums for dialogue in order for them to become like an advocacy group in order to secure for them their future in terms of business and training. The last thing that we decided to do, as now in the region, as we all know, we have a culture of fear, culture of war between different Islamic cultures. We will be launching a program between us and the UNESCO called the Dialogue of Alphabets. Alphabets, it's important because then we are talking about alphabets in terms of religion, cultures, education, technology, in order to work all together in order to prepare ourselves for this. So my feeling, the business community should be looking at the social environment that we are in as a partnership. It's not only that the business should be making the money. The business should be making the money, but we should reinvest in our community in order to help them to move away from the fundamentalist movement that we are experiencing today. Antoine Frérot, lorsqu'on entend ce que vient de nous expliquer Fouad Makhzoumi et par rapport à l'expérience de son entreprise, justement, il revient à cette question, un petit peu peut-être utopique ou pas, et j'attends votre réponse, sur le rôle de l'entreprise. Est-ce qu'il est, comme il l'exprime, à la fois éducatif, social, complètement impliqué dans l'évolution de la société et de la culture?
Alors, il va même plus loin que moi, mon voisin, puisque il dépasse ce qu'on peut appeler les parties prenantes de l'entreprise. Il les intègre, et bien sûr tout ce qui est formation initiale, formation permanente tout au long de la vie d'un salarié en entreprise, fait partie des responsabilités de l'entreprise et de l'intérêt d'y travailler, donc l'intérêt d'une des parties prenantes. Mais je pense qu'il va plus loin, puisqu'il cherche à jouer un rôle qui n'est pas directement lié ou d'intérêt des parties prenantes de son entreprise. Et la lutte contre l'alphabétisme, l'éducation de l'ensemble de la population du pays dans lequel il travaille, c'est ça qu'il cherche à promouvoir. Et donc il est à la fois chef d'entreprise, mais aussi homme politique. Et de fait, je sais qu'il a aussi été à l'origine d'un parti politique. Jacques Attali, peut-être votre réaction? Est-ce qu'on est dans des problématiques totalement différentes selon l'endroit où on se place et que finalement il n'y a pas une grande unité monde telle qu'on l'imagine? In another session, I was advocating for francophonie, but now, in order to be polite, he's understanding French perfectly. I know. For the sake of politeness, I will try to speak English for a while. It's interesting to compare the two companies, because these two companies are focusing on long-term issues. You work on pipelines, you work on water, which are long-term infrastructure issues. And therefore, in a certain sense, you are more prepared to look at long-term than any other companies which are looking for consumer goods, textile, whatsoever, which is purely ephemeral issues. The difference between your two companies was also interesting, because your company is a family business, your company is a listed one. Listed, and therefore with a capital which is not so stable as a family business, to say the least. And therefore you have different kind of issues, but it's interesting to see that even with different kind of legitimacy, you have the same vision that capitalism should be patient, that there is no future for capitalism without patience. And it's interesting to see that today wealthy people are impatient and poor people are patient, while it should be the other way around. It should be that the poor people are impatient because they need more, and the wealthy people should be patient because they have time to think about. And what is interesting is to see how in these two different environments, you both are able to create and to focus on long-term issues and to incorporate these long-term issues into your decision-making process. C'est vrai, ce que dit Jacques Attali, finalement, ce qui est intéressant, qui ressort, c'est cette notion de responsabilité de part et d'autre, pour des raisons différentes. Antoine Frérot, justement, vous vous sentez responsable, d'une certaine façon? Avant de vous répondre, juste une remarque sur ce que disait Jacques. Ce que je disais sur l'entreprise tout à l'heure, je ne pense pas que ça a à voir avec le secteur d'activité de l'entreprise. Alors, il y a des secteurs, effectivement, qui nécessitent des investissements plus lourds, donc ils sont amortissables sur une plus longue durée, et donc pour lequel le temps long est une donnée plus forte que dans d'autres secteurs. Mais le fait qu'une entreprise, pour se développer, doit veiller à ne pas oublier toutes ses parties prenantes, je pense qu'elle ferait pour tout le monde. Une entreprise du textile, une entreprise de biens de consommation, pour devenir grande, avant elle a été petite. Et pour devenir grande, il a fallu notamment ses actionnaires acceptent, au cours des générations qui ont précédé, de laisser dans l'entreprise une partie de cette richesse créée, pour que cette richesse se démultiplie. Et elle a été transmise de génération en génération de cette manière-là. Et donc, l'idée que le développement d'une entreprise, sa construction ne peut se faire qu'en veillant bien à un équilibre équitable de ceux qui en tirent les fruits, et donc un consensus du coup pour les laisser à l'intérieur de l'entreprise afin qu'elle puisse les démultiplier. Je pense que ceci est indépendant de tous les secteurs et qu'on peut faire ça avec toutes les entreprises, et d'ailleurs toutes celles qui sont devenues grandes parce qu'elles ont été un jour petites l'ont vécu comme telles, et que les générations qui nous ont précédés ont accepté de le faire. Si nous ne prenons pas garde, en passant d'abus de position de force en abus de position de force, comme une position de force, par définition, c'est pas forcément pérenne, c'est même plutôt éphémère, et bien ceux qui veulent en abuser cherchent à le faire très rapidement. D'où l'impossibilité de mener une politique qui mixe le court et le long terme. Je ne plaide pas pour, là aussi, un abus du long terme, parce qu'on peut faire beaucoup de bêtises avec le long terme, mais je plaide pour un équilibre
entre les différents termes d'une politique et de la récolte des fruits de la richesse créée par l'entreprise. Oui, Jacques Attali. You want to say? Yeah. We are into the pipeline business, which by default it means we are into quality of life. We are into water, we're into sewage, we're into oil and gas. So for us, anything that we do, we have to take into consideration the political changes that are happening, because this is what will give us the added value to position ourselves what will happen in 5 or 10 years. In our business, like all other business, we have to forecast, we have to strategize. But unfortunately, in our business, it is a little bit more critical to be part of the change before it happens. If we are looking at providing quality of life, which is with what we do, then it becomes very important that our involvement with the social and the society around us, when the environment becomes more critical, because they have to drink from our products, they have to wash from our products, they have to be heating from our products. So my reaction to the statement is that it differs with different types of business. I agree that the short term and the long term, there should be a balance, and there will be an equitable balance between the business interest, the profitability, and its environment. But sometimes the type of business will force you to become more engaged with the society than others. Oui, Jacques Attali, vous avez l'impression que les consciences changent. Une piste un peu différente pour compléter et avoir la réaction de mes deux amis sur cette idée. Il m'arrive souvent d'utiliser la musique comme une métaphore de beaucoup d'autres sujets. Et je trouve que la musique dit beaucoup de choses sur l'entreprise. Si vous regardez ce qui se passe en musique, vous avez 3 sortes d'entreprises. Et qui, à mon avis, sont exactement ce qui se passe dans le reste du monde. Vous avez d'abord le musicien individuel, qui joue sa vie, qui essaie de jouer dans tous les orchestres possibles et imaginables, qui fait des solos, qui chante tout seul ou qui joue tout seul. Nous sommes nous-mêmes entrepreneurs de notre vie. Il n'y a pas d'entreprise plus importante pour chacun d'entre nous que notre vie. Nous avons une entreprise à mener et, si possible, à la prendre en main, à la considérer. C'est une entreprise de long terme, nous et les générations suivantes. Ça, c'est la première chose. C'est ce que fait le musicien tout seul. Le deuxième niveau d'organisation du musicien... Quand il n'est pas mercenaire. Hein. Alors, c'est le deuxième sujet. C'est justement là où je... Non, mais tu vas voir où je vais. Deuxième organisation du musicien, c'est quand les musiciens se mettent ensemble, comme mercenaires, pour former ensemble un orchestre provisoire. Parce qu'on a envie de faire ensemble un quatuor, on a envie de faire ensemble de la symphonie, mais on se met ensemble, on le fait, et ça dure 15 jours, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans, mais c'est juste parce qu'on a le plaisir de le faire ensemble. Ça se trouve en musique, ça se trouve aussi, par exemple, au cinéma, où on a des acteurs qui se mettent ensemble avec des producteurs pour faire un film. Et puis ensuite, l'ensemble se défait. Et puis, dans la musique, au-delà de ça, vous avez une troisième catégorie d'organisation, qui est l'orchestre symphonique installé, l'orchestre de Berlin. On ne sait pratiquement plus ou presque jamais, qui sont les musiciens de l'orchestre de Berlin. À l'arrière, on connaît le chef. Mais on sait simplement que quand on va entendre l'orchestre de Berlin, c'est un grand orchestre. Et donc là, c'est une marque qui s'installe. Et ça, c'est les entreprises du type de celles qui sont là. C'est-à-dire des structures qui vont durer parce qu'elles ont installé quelque chose qui transcende ce qui les compose. Et aujourd'hui, on peut encore instaurer... Alors c'est ça qui... Vu la réalité qui c'est change. ça, dans la réalité d'aujourd'hui, on va de plus en plus vers la petite entreprise individuelle, vers les orchestres provisoires, et de moins en moins vers l'orchestre symphonique de Berlin. Mais il y a toujours l'orchestre symphonique de Berlin. Et il y aura toujours des grandes marques qui vont rester. Parce qu'on sait que quand on va assister à un concert de l'orchestre symphonique de Berlin, ou d'un groupe, je pense, on peut prendre d'autres exemples, on sait qu'on va voir quelque chose qui vaut la peine. Et de même, il y a des marques qui ont réussi à franchir le seuil d'une telle façon que, quoi qu'il arrive, quels que soient les produits, ça va être des bons produits. Et c'est ça qui fait le long terme. C'est pour ça que, quand Antoine disait l'importance du client, oui, je crois que le client va être déterminant, parce que c'est lui qui va faire passer de l'orchestre provisoire à la marque, qui sera durable et qui est capable de s'installer. Et c'est là où la mesure de la positivité va être déterminante. Oui, il ne faudrait pas que son exigence, néanmoins, vienne au détriment de la poule aux œufs d'or aussi, et qu'il n'exige pas ce client de récolter pour lui seul l'ensemble des fruits de l'entreprise. Mais je reviens sur l'histoire sur l'analogie avec la musique, qui est une bonne analogie. Ouais. Je ne partage pas l'idée qu'il y ait beaucoup de jeunes musiciens, ou peu de jeunes musiciens aujourd'hui qui veulent jouer dans les grands orchestres. Les grandes entreprises ont à bord beaucoup de jeunes, heureusement. Elles jouent un rôle fondamental, mais elles ne peuvent pas jouer seules
le rôle de soutien de l'économie, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais elle joue un rôle important. Et les jeunes qui travaillent... oui, mais tout le monde rêve d'être dans l'orchestre de Berlin. Hein. Ah oui. Ils sont très heureux, pour la plupart d'entre eux, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais d'y apporter leur quote-part en collaboration, en interrelation avec les autres, sans forcément exiger une prise en compte spécifique ou excessive de leur individualité. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Il y a des personnalités qui sont plutôt effectivement des personnalités solo, et qu'une fois qu'ils ont créé la petite chose, souhaitent la transmettre pour en faire une autre, en créer une autre. Et puis il y a des gens qui souhaitent s'intégrer dans un plus large collectif pour y apporter leur part, et dont la fierté, ça sera, lorsqu'ils arrêteront de travailler, de la transmettre plus belle qu'ils l'avaient reçue de la génération qui précédait. Oui, mais est-ce que vous pensez que s'il faut de tout pour faire un monde, dans le monde d'aujourd'hui, on peut tout faire? En l'occurrence, est-ce que vous pensez que, par exemple, un groupe pérenne serait possible d'être lancé aujourd'hui, ou forcément on est... D'être lancé aujourd'hui? Oui. J'espère bien. Encore une fois, les grandes entreprises ont toutes été petites. Et il y en a des grandes aujourd'hui qui ont été petites il n'y a pas si longtemps que ça encore. Et je suis persuadé que les petites qui sont aujourd'hui créées, parmi celles-là, quelques-unes deviendront des grandes. Et elles ne le deviendront que par la volonté de leurs parties prenantes. Si les parties prenantes veulent, au bout de quelque temps, se partager la totalité de la richesse créée et ne pas vouloir en laisser à l'intérieur du collectif, elles ne grandiront pas. Bon. En revanche, on peut espérer, on pense bien sûr aux entreprises américaines comme Google, par exemple, qui sont quand même récentes, mais même en France, une entreprise comme Deco, une entreprise dont le créateur seul, solo, est encore en vie. Stéphane Maksumi, comment vous réagissez à cette métaphore que vient de faire Jacques Attali concernant la musique et l'entreprise et la façon dont on aborde finalement les différentes formations? My experience, I was a Boy Scout. And Boy Scouts normally, they don't operate on their own. So you have to learn to be in a group. And this is the culture that we have been raised in Lebanon, that you have to work in a group. Coming from a small country, we don't have the power that big countries have. So the only way you can protect your environment is to work in a group. I think the analogy of music is very important, because ultimately we are hoping all that we can get to the symphonic orchestra level, because that's where you can perform the great work of artists in the world. And if we're going to be leaving some kind of a legacy for our children and grandchildren, I believe that we have to aspire to get that point. The problem that we see now in this world with the changing economical situations and the rise of fundamentalist movements and extreme right, our worry is that we need to be working closer to each other, because at the end of the day, it is becoming more difficult for individuals to operate. And with the more that we can all work together, because there is no doubt, Veolia is one of the largest companies in the world, most respected, and they exist everywhere. We exist in a smaller area, but I'm sure there will be common denominators, common areas that we can work as an orchestra, in specific applications that we can do. But my concern is that the whole world is changing. And it's one thing to say that we have models and we have ways and standards, to work with. The way that the world is changing, I'm not sure that we should not be in a moving, continuous changes, because the characters, the factors that we have to deal with on a daily basis are changing. Worlds is being redefined. Wars are coming up, where we least expected. Fundamentalist movements are coming everywhere. So none of us are actually shielded, and we are all exposed. So I hope that we can all aspire to become an harmonic orchestra, so that we can play the world's greatest things. On prend tous l'harmonie. Antoine Frérot, lorsqu'on entend justement ce que vient de nous dire Stéphane Maksumi, face à la montée des fondamentalismes, face à cette réalité de plus en plus évidente qui est celle de la mondialisation, vous parliez d'équilibre au sein de l'entreprise. Comment? Je pense justement Comment recentrer? Je pense qu'il faut refonder un petit peu la gouvernance de ce collectif qu'est l'entreprise. L'entreprise n'est pas
le seul collectif où les gens vivent ou travaillent ensemble. Hein. Mais si on prend celui-là, comment le faire? En rappelant, peut-être à travers la loi, et en modifiant la loi, et notamment les articles du Code civil que Jacques Attali a cités, ce qu'est une entreprise et son objet. Ensuite, en définissant et répartissant les pouvoirs de décision différemment de ce qu'ils sont faits aujourd'hui. Je suis de ceux qui plaident pour que dans les conseils d'administration, les parties prenantes les plus importantes de l'entreprise y soient présentes. Et je suis persuadé que d'ailleurs, pour le cas de Veolia, si j'avais eu à mon conseil des représentants de mes clients collectivités publiques françaises, l'entreprise aurait moins souffert de leur comportement depuis quelques années, parce que je pense qu'ils auraient pu comprendre les contraintes de l'entreprise, et vice-versa. Donc j'ai accueilli favorablement la loi, seulement cet aspect-là de la loi de juin 2013, pas les autres, qui a fait rentrer dans les conseils d'administration les représentants des salariés, mais je pense que les représentants des clients, peut-être des fournisseurs, voire des territoires, pour celles qui sont spécifiquement territorialisées, ne pourraient faire que du bien aux entreprises. Très souvent, on m'objecte que ça serait une cacophonie. Je ne vois pas les entreprises allemandes fondamentalement désavantagées par le fait que les parties prenantes salariés sont présents au Conseil des entreprises allemandes. Ça avait été fait pour les désavantager, ça les a au contraire considérablement avantagés, me semble-t-il. Donc une présence des parties prenantes clés ou de leurs représentants dans les instants de décision. Et puis, je pense qu'il faut refonder également le rôle du coup du dirigeant, qui n'est pas l'agent de l'une ou l'autre des parties prenantes, mais dont le rôle est de veiller à ce que celles-ci soient toutes servies, pas de la même manière, pas à la même hauteur, en fonction de leur engagement et de leur prise de risque. Et donc, un rôle parfois d'arbitre, mais en tous les cas, un rôle qui veille à cet équilibre. Et ceci aussi, me semble-t-il, il manque un texte sur le rôle des dirigeants, comme sur la répartition des pouvoirs au sein des conseils d'administration. Et voilà un certain temps que vous avancez ces idées-là. Est-ce que vous avez l'impression que les consciences changent? Alors vous parliez là de 2013 en l'occurrence, ce petit bout de texte, mais autrement, est-ce que vous avez l'impression que de toute manière, on va dans un sens évident du changement? Je vais d'abord me référer à une phrase que Jacques a dite lors d'une interview du Monde lorsqu'il était interrogé sur ce forum. Et il parlait de sa rencontre avec Mendes France en lui demandant qu'est-ce que c'est la politique, monsieur Mendes France. Il avait répondu, la politique c'est répéter, 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 répéter. Vous faites de la politique vous aussi, donc nous répétons. Nous répétons et nous répétons. Il faut bien comprendre que ces notions-là ne tombent pas sous le sens. Que de le dire comme je le dis ici aujourd'hui, je n'aurais pas pu le dire au sein de mon conseil d'administration de Veolia que je préside il y a encore 2 ans. On m'aurait pris pour un fou. Certains encore, maintenant, puisque j'ai commencé à le dire publiquement, me prennent quand même un petit peu pour un fou. Mais il est vrai que progressivement, cette idée avance. Elle est relayée par d'autres chefs d'entreprise. Je regrette que beaucoup de ceux qui la relayent parmi mes homologues sont ceux qui sont plus en situation de direction, qui sont à la retraite. Je préférerais qu'ils osent prendre le risque, ne l'étant pas encore à la retraite, pour pousser l'idée, mais ça commence à venir. Et puis je constate surtout que des académiques la relayent également de plus en plus, refusant les dilemmes idéologiques noir, blanc, mais au contraire cherche à mieux comprendre le fonctionnement d'une entreprise pour essayer d'aider à en proposer des premiers éléments de théorie. Une fois qu'on aura bâti une théorie, je pense qu'on pourra très certainement davantage agir sur les textes de loi. Donc c'est une démarche lente et longue, qui n'est pas que française. Et par exemple, je vais vous dire que certains États américains ont déjà institué des statuts d'entreprise spécifiques, de type projet, justement, qui dérogent aux statuts classiques qu'on trouve dans notre code civil comme dans le leur. Donc ça avance.
Jacques Attali, lorsqu'Antoine Frérot dit qu'il y a 2 ans, on l'aurait pris totalement pour un fou, tandis que là, on le prend juste à moitié pour un fou lorsqu'il en parle. Est-ce que vous voyez les consciences qui changent? Oui, pas seulement en France. Pas seulement en France. C'est très intéressant de voir, par exemple, que dans les grandes universités américaines, il y a maintenant des chaires sur ces sujets, comme à Sciences Po, à HEC, et le monde académique est en train de bouger dans cette direction. Et puis, c'est la nécessité du fait que la société civile va influer. Je crois que le point marquant maintenant, ça sera la mesure de la positivité et le fait que cette mesure aura un impact sur les décisions des investisseurs. Ça, c'est l'étape qui reste à franchir. Sinon, on est encore dans la bonne volonté. Et c'est comme le passage de la charité à la sécurité sociale. C'est l'institutionnalisation. On en est là. On est encore dans la charité du long terme et pas dans son institutionnalisation qui passe par des réformes très profondes. Quand on ne met pas même en cause la sincérité des propos. Oui, en plus. Non, comme, comme dans la charité. On ne peut pas passer de la charité au cynisme. Oui, absolument. Et donc, vous pensez que cette institutionnalisation, Jacques Attali, de votre lecture, ça va s'inscrire là encore dans un temps long? Ça dépend de nous, ici. Oui. Ça dépend de ce qu'on fera, ça dépend de l'action de chacun de ceux qui sont là. Rien n'est décidé, l'histoire dépend de nous. C'est à nous à prendre le pouvoir pour que les choses se fassent. Elles peuvent aller vers le pire ou vers le meilleur. Il y a une catégorie d'entreprises, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, qui ouvrirait des perspectives vertigineuses. C'est l'entreprise criminelle, l'entreprise illégale, la mafia. L'entreprise au sens de l'ensemble des organisations criminelles qui aujourd'hui représentent un PIB de l'ordre de, alors on ne sait pas très bien par définition, mais enfin c'est quand même entre le PIB de la France et le PIB de la France plus l'Allemagne, en gros, à l'échelle mondiale. Donc ça commence à être significatif, et ça, c'est un facteur extraordinairement déséquilibrant de tout ce dont on vient de parler, mais c'est un autre sujet. Oui, mais peut-être que ça peut faire peur et ça peut pousser aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, je vais vous donner le mot de la fin. À l'autre bout du spectre, l'entreprise sociale et solidaire, qui est un concept qui se développe, pas seulement un concept, une pratique qui se développe aussi largement dans notre pays comme dans les autres, on a beaucoup parlé. dont vous avez beaucoup parlé au forum. Moi, j'insiste toujours sur une chose, quand je suis en présence de Jacques Attali, c'est-à-dire que l'économie positive ne doit pas se résumer à l'économie sociale et solidaire. L'économie positive, c'est pour toute l'économie, pour toutes les entreprises. Sinon, ça ne marchera pas. Absolument. Sinon, on n'avancera pas et on ne changera pas les choses. D'autant plus qu'il y a des entreprises sociales et solidaires qui ne sont pas positives, mais c'est un autre sujet. Vous voulez apporter votre conclusion à cette discussion sur l'économie positive? I think this forum has opened the doors in front of the young people, the young generations, to see that the older generation and the big enterprises are interested in their future. This is very important for this conference and for any further conference to come, because at the end of the day, what we have seen in the countries, at least that I operate in, is the younger generation, they have decided to give up their role as full citizens of the country. They believe that the system is not providing them with the proper services that they want or the jobs, so they become a little bit disconnected with their society. And that's why when we see fundamentalist and extreme right movements, that's where they will be targeting this group of people. So I think we all have to start thinking that the world is changing. We need to address our young men and women to be engaged more into that and to give them a hope, to give them a cause that they should try to really play within the rules in order to learn from the elderly, which we have a little bit more experience, but not to basically tell them what to do, but to engage them in order to move forward. And Jacques, I congratulate you for this, and we hope that we will be very with you all the way for the next one. Thank you very much.